Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast. Aujourd'hui, je suis avec nul autre qu'un gardien de but. Vous l'avez déjà eu sur la chaîne. Il a fait le podcast avec les Golden Knights. Gabriel Pelletier, tout le monde. Gab, comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, hein, un petit retour après quoi, 3 semaines? Ouais, écoute, pas mal occupé ces temps-ci, mais quand on peut, j'essaie d'être j'essaie d'être le plus souvent possible, là. Fait que, Oh oui. ça fait du bien aujourd'hui, là, retour aux sources. Ah oui, puis un retour avec pas n'importe qui non plus. Le sujet d'aujourd'hui, on l'a teasé sur nos réseaux sociaux. Shout-out à Jay Doré maintenant qui s'occupe de ça. Très C'est les actif en ce Oilers moment. d'Edmonton. Yes, Et sir. là. Il y en a des choses à dire, c'était Oilers. Écoute, c'est pas les sujets qui manquent avec eux autres. Hey! Non, vraiment pas. Pas une petite histoire, les Oilers, pour eux autres qui connaissent moins la franchise, sont rentrés en 1979 dans la Ligue nationale de hockey, mais créés en 71 dans la WHA, qui est une ancienne ligue de hockey avant qu'elle et la Ligue nationale fusionne. Ils ont signé un tout croche, là, il s'appelait Wayne Gretzky. Je sais pas si ça sonne des cloches pour certains. Probablement le meilleur joueur de hockey de l'histoire. Ils ont eu des équipes légendaires pendant les années 80 à 90 avec nul autre que des Yari Curie, des Marc Messier, Paul Coffey, Kevin Lowe, Grant Fuhr et d'autres. Ils ont eu 5 Coupes Stanley en 7 ans, faut le Donc, on dire. peut le considérer comme une dynastie. Ah ben oui. Entre 83 et 90, les Oilers ont gagné 5 Coupes Stanley. Le Canadien a gagné celle-là de 86 et il m'en manque une, malheureusement, je ne me souviens plus c'est qui. Considéré comme l'une des meilleures équipes des années 80. Pas d'une année, des années 80, de 10 ans, les Oilers ont été considérés comme l'une des meilleures équipes. Et bien, plus récemment d'aujourd'hui, les Oilers sont beaucoup plus reconnus pour être l'équipe de McJesus et de Leon Draisaitl. Et avant ça, pour être une équipe qui floppe toujours. Une équipe plutôt médiocre, mal runnée, pas capable de développer les espoirs comme du monde d'un début Exact. 2010. On pense à Neil Yakupov vite, pas capable de développer ça. Ryan Nugent-Hopkins, pas été aussi flamboyant que le monde disait quand il a été repêché premier au total. Mais depuis que McDavid est rendu à l'alignement, ça peut juste monter vers le haut. Pas rapidement, mais c'est déjà Ben mieux oui. qu'avant. Ça, sans oublier les autres choix. Taylor Hall qu'on a échangé contre Adam Larson. Pourtant, Taylor Hall qui Ouais. faisait bien l'affaire. Jordan Eberle aussi. Non, pour vrai, les Oilers, c'est ce qu'on appelait un shit show dans les années 2010. Mais si on vient en 2022, malheureusement, il y a l'affaire avec Daryl Katz, le propriétaire des Oilers, qui me tente même pas d'en parler, tellement que c'est dégueulasse. Ouais. C'est pour les gens qui ne le savent pas, même ça me fait mal d'en parler, le proprio des Oilers aurait eu une affaire de type sexuel avec une mineure. On va laisser ça là-dessus du côté des Oilers. Ouais. Allons attaquer maintenant l'équipe en tant que telle. Parce que qui dit équipe dit repêchage. Entre autres, on a parlé du repêchage. Allons voir ce qui s'est passé dans les dernières années du repêchage. Alors, ça commence en 2019, où est-ce que, selon moi, les Oilers ont commencé à faire des bons choix. Avec Philippe Broberg, sélectionné au 8e rang en 2019. T'en as pensé quoi de la sélection de Broberg avant qu'on y aille plus profondément? Broberg, ce que j'ai vu, il allait d'environ entre fin, comment dire, fin 10e à environ 15e overall dans cette année de draft-là. C'est pas un mauvais pick, mais pour l'instant, Broberg n'a pas développé comme étant le défenseur flamboyant que Edmonton pensait qu'il allait être. Fait que, en Suède, il était quand même bon, il faisait des bons points et tout, Ouais. mais il y a eu une couple d'années qu'il avait de la misère, puis là, on dirait qu'il commence à trouver son jeu, il commence à être plus timé avec le jeu nord-américain, parce qu'il est suédois, hein, me semble. Ouais, il est suédois, Broberg. Philippe Ouais. Broberg. Fait que, puis on sait qu'en Europe, les patrons, c'est typique, sont plus larges, sont plus grosses qu'ici. Fait que les Européens, ils ont quand même une adaptation à faire par rapport aux classes nord-américaines. Il y en a qui font plus mieux que les autres, mais il y en a qui ça peut prendre plus longtemps. Mais c'est peut-être le cas avec Philippe Broberg. Là, il doit, je pense qu'il a commencé à capter ces bonnes vieilles habitudes qu'il y avait en Europe qui les amènent ici. Exact. Puis on sait que Philippe Broberg est un défenseur format géant. De ses 6 pieds 3 pouces, 203 livres, un défenseur gaucher. Dans ses forces, pour sa taille, il y a son coup de patin qui est très flamboyant. J'aime bien son Ouais. coup de patin.
C'est un excellent fabricant de jeu, très bonne passe et son QI hockey est excellent. Dans ses faiblesses, ben, quand tu es un défenseur offensif, des fois les revirements viennent avec. Beaucoup de Ouais. revirements du côté de Broberg. Le maniement de rondelles aussi est à travailler. Son positionnement défensif aussi, mais selon moi, c'est des choses qui sont réglables, là. C'est Ouais, pas. mais tu sais, c'est sûr. Oh, excuse, continue. Oh, vas-y, vas-y. Non, non. OK. Mais tu sais, c'est sûr que ici, un bon coach des défenseurs, mais tu sais, ça, c'est pas dur. Tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est sûr que c'est petits, euh, des petites faiblesses, là, mais comme, tu sais, sont facilement arrangeables en quelque sorte avec les défenseurs, surtout qu'il est jeune, il assimile bien l'information de tout, puis comme, tu sais, c'est pas comme si c'était désastreux pour lui. Non, c'est ça. Puis selon The Hockey Writers, qui est pas mal le site que je vais pour regarder les recrues, il y a un potentiel de défenseur top 3, on va dire. C'est ça qui est écrit Ouais, sur le site. Si tout va bien, il pourrait être un défenseur top 2, voire le numéro 1 de son équipe. Pas nécessairement le Victor Hedman de la Ligue nationale, mais un solide défenseur numéro 1. En 2021 et 2022, il avait commencé la saison avec les Oilers. ouais. 23 matchs, un but, deux passes, une fiche de -8. Et en 2021-2022, ensuite, quand il est allé du côté de la AHL à Bakersfield avec le Condor, 31 matchs, 4 buts, 19 passes pour un total de 23 points, plus 14. Juste avec ces deux stats-là, pour moi, je trouve que son jeu a augmenté un peu. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'est souvent une année de transition entre C'est ça. l'Amérique du Nord et l'Européen pour les Européens. Puis, tu sais, comme tu avais un exemple là avec sa première saison pro, ici, il y a eu de la misère, mais tu sais, c'est quoi, 24 points en 32 matchs? 23 points en 31 matchs dans C'est ça, c'est la Ligue pas si américaine. pire là, pour un défenseur, là. Non, Comme, tu sais, ce sont pas des Kyle McCarr qui font 3 points par match. Puis tout, là. non, c'est ça. Non, tu sais, j'exagère un peu, mais tu sais, c'est bon pareil. Puis, tu sais, il y a un bon jeu globalement, mais tu sais, il va trouver son potentiel. Puis, je pense qu'il va être bien aimé à Edmonton. Puis, si je peux juste enchérir vite, vite. J'ai le top 5 ici de la défensive à Edmonton. OK. Ouais. Darnell Nurse, Uh-huh. Tyson Barrie, Brett Kulak, Cody CHT, puis Evan Bouchard. Fait, on va se dire que Barrie, Kulak et CHT, c'est pas des gros défenseurs. Ah, C'est dans plusieurs équipes, c'est un top 5, top 6, ces défenseurs-là. Barry, c'est des erreurs défensives à gauche et à droite, on n'a plus fini. Il a fait, je pense, c'est quoi, une saison de 50 points, genre, la ouais. première année avec Edmonton. Ça, c'est parce qu'il faisait juste des passes à McDavid. Et c'est sûr que jouer avec McDavid, c'est le powerplay, là. Ça gonfle tes stats un peu. Fait que, Ben c'est pas oui. vraiment représentatif, mais je pense qu'il avait fini avec genre moins. C'était genre pas pire, là, comme moins 10, moins 15. C'était affreux, là. Puis, voyons. Tu sais, fait que, tu sais, il va être capable de détrôner, veut veut pas, Barry, Kulak et Cici, mais tu sais, selon moi, le pairing à Edmonton, c'est Nurse et Bouchard parce qu'ils se complémentent vraiment bien Ouais. entre ces deux-là. Fait que moi, je pense sincèrement qu'il va être un bon défenseur. Deuxième pairing de défenseur. Fait qu'il irait juste avoir. Il va peut-être aussi détrôner Darnell, on ne sait jamais, mais tu sais, pour le moment, je vois Nurse et Bouchard comme le top 1 et 2. Exact. Puis à la demande de Gab, j'ai trouvé des joueurs draftés après Broberg. Il y a notamment juste Laurent dessous. 9e, il y a Trevor Zegras qui est Ouais. sorti. Ensuite, 12e rang, Matthew Boldy. 13e rang, Spencer Knight, un gardien. Hein? Comme Oh, par hasard, on en a besoin des gardiens à Edmonton. effectivement. Et Spencer Puis, Knight, bon, est encore un cas à travailler du côté de la Panthère, mais qui a un excellent futur. puis Au 26e rang, Jacob Pelletier. Et au 15e rang, un certain Cole Caulfield. Qui est ouais, sorti. écoute, ici, on l'aime bien à Montréal, je pense, ça se peut dire. Ouais. Mais imagine la ligne Caulfield, McDavid, Draisaitl. Oh, ouais. Un bon passeur avec McDavid, patineur, Caulfield, il reste à sa pointe à la Ovechkin, C'est ça. il fait juste des one-timers, puis oublie ça, là. Caulfield, il se fait dans le bureau à Ovechkin, puis les joueurs le laissent tout seul. C'est Ouais, parce que tout le monde va sur McDavid. ouais, en plein ça. Puis aussi, Bon. sais-tu, au dernier repêchage, Edmonton avait le 20e overall. Ils l'ont Ouais. échangé pour aller drafter. Sais-tu, C'est le le 20. 29e qu'il y avait. Le Oilers Ben, avait le 29e. non, ben, eux autres, voyons, au début, il y avait le 20e overall. Ouais. Ils l'ont échangé pour drafter plus bas. Puis au 20e overall, le Wild ont été chercher Jasper Wallstedt. Eh mon Dieu.
Fait que, tu Un sais, autre bon gardien. ouais, c'est comme, Puis, puis on ils va ont manqué le coup là-dessus, là. Oui, puis on va accélérer un peu parce qu'on a quand même beaucoup de choix à Ouais, donner. ouais. En 2019, en deuxième tour, les Oilers sont allés d'un choix qui était très populaire vers la fin du premier tour. Raphaël Lavoie. Gab, je te laisse la POC là-dessus. Explique-nous qui est Raphaël Lavoie. Euh, dans la GMQ, on disait que c'était un attaquant prolifique qui était capable de jouer dans les deux sens du jeu, mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Puis son coup de patin, il est très déficient. L'année passée, avec Bakersfield, 26 points en 56 matchs. Pour un gars qui était supposément très bon des deux aspects de la glace, puis était vraiment bon offensivement. C'est ouf, c'est même pas un point aux deux matchs. C'est ça, tu sais. Mais tu sais, aussi, il a été drafté l'année avant la COVID. Fait que, il faut laisser du temps, là, veut pas. Exact. Il n'y a personne presque qui a joué au hockey. Attends, c'est vrai, je pense qu'il a joué en Europe pendant la Ça se COVID. peut. C'est sûr que j'allais voir Ouais, juste pour être sûr. ouais, s'il Fait, vous plaît. continue à parler, Il me je vais semble qu'il avait regarder joué en ça. Europe. Mais tu sais, je me semble qu'il jouait en Europe, mais des juniors en Europe, ce qui est moins fort que, mettons, certains prospects qui ont joué avec les hommes à l'âge de 16-17 ans. Il me semble que ça, c'est comme deuxième, Ouais, il troisième a joué division. en Suède en 2020-2021. C'est ça, c'est première ou deuxième division, je pense. C'est pas comme Première. la. C'est ça. OK. C'est comme t'as la division en Suède, puis après ça, tu as la première division qui appelle. Il a joué Ouais. là-dedans. C'est comme les juniors pour pour comme la Ligue majeure en Suède. Mais tu sais, il a joué. C'est pas avec genre. Tu sais, oui, il y a des bons joueurs, mais tu sais, c'est pas comme s'il avait joué dans la Ligue américaine toute cette année-là. C'est vraiment. C'est ça. La Ligue est vraiment moins supérieure à la Ligue américaine. Fait que, tu sais, ses stats ont été comme pas mal assez gonflés. Les personnes de la Mitten étaient contents. Ah, il a fait des bons pointages, tout, blablabla. Puis là, il arrive ici alors, avec Bakersfield l'année d'après, puis il fait juste 26 points en 56 matchs. Fait que, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire avec Raphaël Lavoie. Tu ne peux pas dire que c'est un boss encore, mais il faut qu'il step up. C'est ça, mais est-ce qu'on est proche? Pas d'un boss, mais d'un joueur qui va un peu décevoir comparé à ce qu'on avait en termes de hype, mettons, là. Moi, personnellement, je pense que oui, le monde va être gravement déçu. Au début, il pensait que c'était le plus gros steal du draft. Puis là, il va être quatrième, troisième ligne peut-être. Fait que, le monde va être. Edmonton risque d'être pas mal déçu. Puis en plus, sur top 6, Edmonton est quand même mieux garni qu'avant. Là, tu sais. Ouais, Fait que, c'est rendu que Nugent Hopkins joue ça à 3. Là. Fait que, c'est ça. ça va être tough pour Raphaël Lavoie pour percer le top 6. Fait que je pense qu'il va être max top 9. Bon, OK, mais c'est vraiment une belle petite projection pour Raphaël Lavoie, qui est un Québécois, qu'on dit jamais non à avoir un Québécois dans la Ligue nationale de Bon, hockey. c'est sûr. Mais tu sais, Mais, excuse. non, mais vas-y, Ouais. vas-y. J'ai juste hâte de voir le prochain Québécois qui va vraiment faire un impact parce que je trouve que dans les dernières années, tu sais, on a eu Alexis Lafrenière qui a été Ouais, drafté first overall, mais tu sais, à date, il n'a pas fait grand-chose. Mais oui, il n'a pas le choix d'opportunité avec les Rangers. c'est Mais ça. j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Puis c'est hâte de voir notre prochain Mario, le nouveau genre. Exact, on va voir. Si on avance d'un repêchage d'une année, 2020, les Oilers, ils vont avec Dylan Holloway, qui était lié aussi aux Canadiens un peu, si on se souvient. Dylan Holloway, 6 pieds 1, 203 livres, est un ailier gauche, Ouais. drafté 14e au total. Dans ses forces, on a notamment son patinage, habileté avec le bâton, présence devant le filet, sa présence défensive. Mais dans ses faiblesses, on a son tir et sa constance offensive. Ce qui peut Lui, faire quand même mal pour un attaquant avec un aussi beau gabarit que ça, là. ouais, ça c'est sûr. Mais si il a joué à Wisconsin avec Caulfield, savais-tu? Qui avait joué à Wisconsin, oui, mais dans la même année de Caulfield, ça, je m'en souvenais pas, non. Il a joué un an avec Caulfield. Me OK. semble, il était le centre ou l'ailier gauche avec Caulfield, genre, des fois. Puis, c'est ça, tu sais, comme je te disais, Caulfield est en avant, Holloway est en avant du net. Fait quoi? T'avais dit 6 pieds 2, genre? 6 pieds 1, ouais. Puis un, mais tu sais, il est gros pareil. Là, genre, j'ai regardé des games un peu de Wisconsin pendant que Caulfield jouait là-bas sa dernière année. Puis, il jouait, il était gros, puis il a un beau patin, puis tout. Mais tu sais, il ne tirait pas assez souvent. Puis, on dirait qu'il n'a pas confiance avec la rondelle. Exact. Puis c'est des choses à améliorer. En 2021-2022, du côté de Bakersfield avec les Condors, en 33 matchs, Holloway a eu 8 buts, 14 passes, 22 points et une fiche de -4.
du côté de la Ligue américaine. Il a comme un potentiel de jouer dans le top 6. Ça, ce qui veut dire les 2 premiers trios des Oilers. Puis je pense, avec son gabarit, je pense qu'il serait capable de le faire. Puis personnellement, s'il perce avec dans la Ligue nationale, j'aimerais ça qu'il joue une coupe de game avec McDavid. Avoir Parce un que, gros bonhomme, là. c'est ça. Parce que, tu sais, là, McDavid joue avec Yamamoto. Comme j'ai checké des lignes, il joue avec Yamamoto, tu sais, 5 pieds 7 de bonhomme. Ouais. Et Evander Kane, ça se peut-tu aussi? Ouais, Evander Kane aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, Evander Kane, il est gros, il a un bon gabarit et tout, mais tu sais, on ne sait jamais quelle singerie qu'il va faire. Fait Oui. que, il reste à voir. Fait que, tu sais, si, mettons, il met Holloway avec McDavid, si tu veux pas, c'est un bon playmaker, sniper, il fait toute sa glace. Fait que, Holloway, mettons, McDavid fait un petit shot à terre, puis Holloway pogne le rebound en avant, mais tu sais, ils vont bien se complimenter, je pense. Oh oui, puis ça à voir. De là dans Holloway, j'ai hâte de le voir dans la Ligue nationale. C'est pas une recrue que j'ai vraiment hâte, puis ça va être une superstar, non, mais j'ai juste hâte de voir aller. Qu'est-ce qu'il va faire avec les Oilers? Ça va être intéressant de voir ça. Oui, c'est sûr. Mais normalement, c'est souvent les top 3 qui vont donner des superstars dans la Ligue nationale. Puis après ça, c'est vraiment. Ils vont être des stars. Mais, puis après ça, si on va en 2021, 22e au total, on a Xavier Bourgault, Québécois, venant des Cataractes de Shawinigan. Dans ses forces, il a un tir, comme on dit en anglais, quick release. Ça veut dire qu'il tire très vite. C'est très bon ça pour la Ligue nationale. Un excellent jeu de passe. Son jeu de transition est très bon. Ses points faibles sont sa mobilité, son coup de patin et sa possession de rondelle. Bourgault a fait 6 pieds, 172 livres. Donc, il a eu une bonne taille, mais je le trouve un petit peu petit en termes de gabarit, en termes de grosseur du joueur, je veux dire par là. C'est un centre ailier droit, donc polyvalent. Top 6, lui aussi, dans la Ligue nationale, selon The Hockey Writers, comme potentiel. Et si on regarde sa dernière saison avec les Cataractes, la saison passée, 2021-2022, en 43 matchs, 36 buts, 39 passes, plus 20. Du côté de Xavier Bourgault. Oui, mais moi, Xavier Bourgault, c'est un joueur que j'aime beaucoup. T'sais, il y a peut-être une faiblesse au côté patin, mais je le trouvais quand même assez flamboyant sur la glace. Je ne sais pas si tu comprends. J'aimais ça le voir jouer. Fait que, puis en plus, de drafter 22e, je pense que c'est un bon pick des Oilers. Puis tout va dire tout va dépendre de son développement, puis ici encore avec le style de jeu des Oilers. Exact. Puis, avec Cataract, ils ont été jusqu'au bout ici. Là. Oui, c'est vrai. Ils ont été jusqu'au bout. Ça donne de l'expérience un peu même à ça, même si ce n'est pas l'expérience de série de la Ligue nationale. De l'expérience reste de l'expérience pareille. Donc, pourquoi pas? Un trophée de plus, on ne dit pas non. Ouais, écoute, c'est ça. C'est sûr que c'est le fun. Puis, étais-tu capitaine de cette équipe-là? De mémoire, oui, mais je ne suis pas sûr. J'hésite avec Bourque, Maverick Bourque. Ouais, moi aussi, c'est ça. Mais en tout cas, bref, c'est juste un joueur que je trouve. Moi, tous les joueurs qui ont un quick release, là, que je suis capable de bien commencer. Matthews Cole Caulfield, là, je les aime bien là, à cause de oui. Ouais. Fait que, tu sais, on va voir. Puis, lui aussi, ça serait un autre candidat qui peut jouer avec McDavid plus tard. Là. Puis on l'espère. On l'espère pour tous ces joueurs-là de réussir, bien évidemment. Ouais, écoute, c'est plus de Québécois dans la ligue, c'est plus de vues pour la GMT aussi. Exactement. Puis si on avance au dernier repêchage, lui, de 2022, les Oilers ont décidé d'y aller avec le Canadien Reed Schaefer au 32e rang au total. De ce qu'on a du côté de Schaefer, c'est encore un attaquant, ailier gauche, 6 pieds 3, 214 livres. Dans ses forces, il a un gabarit LNH, bien sûr, habileté à finir le jeu physique très compétitif. Il a une éthique de travail exemplaire selon The Hockey Writers. Et dans ses faiblesses, son coup de patin, son sens de hockey et sa constance défensive. L'année passée, avec les Thunderbirds de Seattle, Reed Schaefer a fait 32 buts et 26 passes en 66 matchs avec une fiche de plus 29. Du côté de son potentiel, Schaefer, on le voit entre le 2e ou le 3e trio des Oilers Edmonton. T'en penses quoi de Schaefer, Gab? Oui, personnellement, j'ai pas vu assez jouer pour me faire une tête à ce joueur-là parce que je ne peux pas dire il est bon tout, ça serait vous mentir. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu jouer. La seule chose que je peux dire par rapport à Reed Schaefer, c'est que le pick d'après, c'est Owen Beck.
Puis qui impressionne, énormément l'état-major du Canadien en ce moment. Fait que, tu sais, en même temps, on ne sait jamais, il y a un gros gabarit et tout. Puis, si ça peut être un bon power forward dans la Ligue nationale, c'est bon aussi pour Edmonton. Là. Oui, Mais j'ai pas vu assez jouer pour me faire une tête à son sujet. exact. Puis avant d'aller dans l'équipe des Oilers, si on regarde le dernier repêchage, ben, dans les derniers, tous ceux-là qu'on a couverts, les Oilers, repêchent beaucoup d'attaquants en premier tour. Mm-hmm. Et deuxièmement, le plus petit qu'on a drafté fait 6 pieds. Les Oilers veulent toujours avoir cette mentalité-là de l'Ouest qui est d'avoir une grosse équipe menaçante. Est-ce que, selon toi, c'est quelque chose qui va durer en Ligue nationale ou les Oilers doivent changer? Mais on dirait qu'il y a une tendance récemment de repêcher des plus petits joueurs. Mm-hmm. Mais je pense, parce qu'avant, c'était tous des, dans les débuts 2000, 90, c'était tous des gros baraqués, Ouais. Scott Stevens, même Marc Messier, il était fort physiquement. Mm-hmm. C'est plus le même style qu'avant. Mais moi, je pense que le nouveau style de hockey, présentement, c'est les skills puis la rapidité. Ouais. Puis là, tu vois aussi avec les goalers ils ont plus de la misère un peu. Là. Les joueurs sont rendus tellement rapides, les jeux, tu fais les passes à gauche et à droite, il faut que tu suis ça, c'est complètement dur pour un goaler, sur le mental, genre, dans le fond, physiquement, c'est hyper dur. Ça fait plus de buts dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir que, tu sais, c'est plus les gros baraqués qui font nécessairement la Ligue nationale. C'est le fun de voir des petits joueurs, mais en même temps, on peut remarquer qu'il y a des joueurs de 6 pieds et plus, au lieu de travailler leur physique, ils travaillent les skills. Ouais. Si déjà là, physiquement, sont grands, sont quand même relativement plus forts qu'un plus petit, ils vont quand même avoir un aspect physique, mais ils vont avoir un meilleur aspect skills et patins par rapport qu'avant. Oui, c'est évident. Puis c'est à voir du côté des Oilers comment on va voir la continuité de ça. Et ça se voit avec la troupe que Ken Holland a formée Ouais. pour la saison 2022-2023. Je ne sais pas pour toi, petit commentaire avant d'aller là-dedans. Plus les années avancent avec Ken Holland du côté des Oilers, plus je trouve que Ken Holland a une pensée un petit peu arriérée de l'équipe. Qu'est-ce que tu Je veux dire trouve par on avance. Il continue encore de grossir son attaque. Je reviens sur le sujet que tu viens de dire. Il continue de grossir une équipe dans une nouvelle LNH. Je trouve ça bizarre encore aujourd'hui. Puis on dirait autant qu'il fait des bons moves qu'il n'améliore pas les places qu'il faut améliorer. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, tu sais, il va chercher Jack Campbell. Il signe Jack Campbell Exact. 5 millions par année pour quoi? 4-5 ans? 4 ans? Je l'ai ici, c'est 5 ans. 5 ans, c'est ça. Mais tu sais, Jack Campbell, il n'a rien trouvé dans la Ligue nationale, puis il donne un contrat de 25 millions. Je suis comme, OK, félicitations. Ben, tu sais, il était bon en début d'année, l'année passée avec Toronto, puis après ça, ça fait ça tout le long. Descend, Ouais, descend, descend. Fait c'est pas un mou. Il aurait dû, tant qu'à ça, va chercher Darcy Kemper. Là. Je suis pas exact. un Puis fan. encore là, Darcy Kemper, on se souvient en série avec l'Avalanche, c'était pas fameux. Quoi qu'il avait une blessure à l'œil. Oui, ça, c'est sûr. Mais tu sais, même avant, tu sais, c'est pas le meilleur gardien de but, mais je Non, non. pense sincèrement que ça aurait été meilleur que Jack Campbell. Mais bon, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer avec Jack Campbell. Au début, par contre, début de sa carrière, il était bust. Tu sais, il n'allait pas jouer dans la Ligue nationale. Puis là, il a comme tourné ça de bord avec Toronto, puis même Los Angeles un peu avant. Fait Ouais. que, ça reste à avoir peut-être une nouvelle ère. Je sais pas. Mais tu sais, ça fait aussi ce que je vois de coq en langue. Il y a plein de choses qui m'arrivent dans la tête. Mais tu sais, Frederick Anderson, la dernière saison à Toronto, c'était affreux. Il arrive Ouais. en Caroline, puis écoute, il a eu une saison calibre ici. Ce qu'il faut faire attention, je ne suis pas le plus grand fan de Frédéric Anderson, mais faire attention là-dessus que les Hurricanes ont peut-être une des meilleures défenses de la Ligue aussi. Ce qui Ouais, aide. ça c'est sûr. C'est vrai. Ça, Mais c'est je suis sûr. d'accord avec toi qu'Anderson, oui, il a connu une meilleure saison qu'à Toronto. Ça, c'est Ouais, évident, ça ouais, a paru sur papier. ouais. Revenons à nos moutons avec les Oilers. Ils ont dépensé, j'ai les chiffres ici, 49,7 millions sur 12 attaquants. Mhm. En défense, 23,1 millions de dollars répartis pour
j'ai 7 défenseurs et 5,75 millions pour 2 gardiens. Et dans les défenseurs, Scott Clefbaum n'est pas compté car il est blessé. Idem pour Mike Smith qui est blessé aussi. Ce qui fait en sorte que la masse salariale des Oilers, pour eux qui ont fait le calcul plus rapidement, est à 90 millions. On a un déficit de 7,5 millions. Il y a 7,5 millions de trop sur la masse salariale du côté des Oilers. Même avec Mike Smith et Clefbaum blessés. Quel est le problème en ce moment? Parce qu'on regarde ça, les Oilers ne peuvent pas échanger un gros contrat parce qu'un gros contrat égale gros joueur qui doit partir. Mais tu sais, il y a Tyson Barrie qui peut s'en débarrasser. Oui, ça peut être une option dans ce cas-là, c'est vrai. C'est quoi, 4 millions Barrie, plus ou moins? Barrie est à 2 ans, 4,5 millions par année. C'est ça. Tu sais, il n'était pas si bon que ça, Barrie, avant. Là. Même là, il est moyen. Fait que, c'est pas... Moi, personnellement, ce serait un joueur que je me départirais. Ouais. Parce que, tu sais, tu as Cody Ceci aussi, qui est environ pareil que Tyson Barrie, selon niveau talent et tout. Fait que tu le payes moins cher pour Cody Ceci, puis tu libères 4,4 millions sur sa masse. Fait que, tu sais, il va te rester juste 3 millions au-dessus de la masse. Puis il parlait aussi peut-être d'échanger Warren Fogle. Souvent, tu sais, c'est pas lui qui fait le plus gros contrat. Fait, pour vrai, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils n'ont pas vraiment de mauvais contrats, là, nécessairement. C'est ça. Ils ont juste trop de contrats, mais sont tous des bons contrats en partie. Là. Ouais. Darnell Nurse est peut-être un petit peu surpayé, mais ça. Qui est ça? Darnell Nurse. Ouais. À 9,25. On n'embarquera pas là-dedans. Ouais. Mais en tout cas. On va essayer de faire ça en 7 minutes. Du côté de l'attaque, personnellement, je vois pas tant de problèmes, à peut-être la solidifier un petit peu plus encore. Mais ça, c'est pas mal le 4e, 3e trio à la limite, là, en rajoutant peut-être un gros bonhomme. Ouais, mais il leur manque plus la grosseur par rapport au talent, là, parce que ils ont quand même Ryan McLeod ça dans la ligne avec Devin Shore. C'est ça. Ouais. Puis là, je me souviens plus. Puis ils ont Ryan Nugent-Hopkins à la 3e ligne. Ils ont quand même des bons joueurs sur la 3e et 4e trio. C'est ça, ils ont une attaque menaçante. Ça, c'est certain. Les Oilers ont bien fait. Et en partie, c'est à cause d'avoir ramené Evander Kane avec eux aussi. Ça l'a extrêmement aidé les Oilers pour la saison qui s'en vient. Du côté de la défense, selon moi, on a plus de points d'interrogation. Tu en as parlé un petit peu tantôt. La défense côté droit, à droite surtout, avec Cody Ceci, Tyson Barrie et Brett Kulak. Selon toi, si un jeune comme Broberg a des chances de faire sa place, même si on en a parlé tantôt, ou on va vraiment garder Ryan Murray avec eux aussi. Oui, c'est vrai, il y a Ryan Murray qui est rendu là. Mais personnellement, avant Broberg, il y a Evan Bouchard qui est là. Aussi. C'est Evan Bouchard et Darnell Nurse, la première pairing. Ils ont super bien fait par la fin de l'année. Puis je pense que ça va rester de même pour cette année aussi. La deuxième ligne, il parlait de Brett Kulak à gauche et Tyson Barrie à droite. OK, c'est quand même intéressant. J'aime pas le pairing personnellement, mais il reste à bon aussi. Là. Ben, Kulak est plus défensif que Barrie. Donc, ça fait comme une balance. Ça va souvent faire des 2 contre 1, probablement. Mais il essaie d'équilibrer ça un peu. Je vois le thinking du coach. Puis la dernière pairing, c'est genre Ryan Murray et Cody Ceci dans ces eaux-là, je pense. Mais pour Broberg, j'y laisserais peut-être une autre année dans la Ligue américaine avant de le monter l'année prochaine. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Parce que Ryan Murray, je pense qu'il est signé juste 1 an. OK. 750 000, genre. Oui, c'est vrai, j'ai le contrat sous les yeux. Ouais, 1 an, 750 000. C'est vraiment pas cher pour Ryan Murray. Non, c'est ça. Fait qu'il laisse Broberg en bas, il développe un peu, fait qu'il va être encore plus prêt l'année prochaine. Il n'est jamais trop patient avec un espoir. Exact. Et du côté des gardiens, on a Jack Campbell et Stuart Skinner du côté des Oilers. T'en as fait un vent un peu tantôt. Est-ce que le fameux problème des gardiens des Oilers est réglé ou non? Ben, personnellement, non. À toutes les équipes, là, si tu n'as pas un vrai goaler numéro 1, ton problème de goaler, il n'est pas réglé. Parce que, tu sais,
mettons, exemple canadien. C'est pas vraiment un bon exemple, mais bon, c'est le premier équipe qui me venait dans la tête avec Jake Allen. Ouais. Il peut être premier gardien, mais premier gardien chancelant. C'est un fringe. Il est meilleur deuxième goaler que premier goaler. Tandis qu'avec Jack Campbell, je ne dis pas que c'est un deuxième goaler, mais il n'est pas nécessairement premier goaler, selon moi. Il y a eu un up and down l'année passée, même avant d'être rendu comme régulier dans la LNH, il avait de la misère à trouver sa game. Il était drafté 11e overall de ce goaler-là, puis ça lui a pris du temps à maudit. Là. Oui, il y a 30 ans, de ce que je me souviens. C'est ça, ça lui a pris beaucoup de temps avant de trouver sa niche là, pour un goaler drafté 11e overall. Là, c'est poche à dire, mais jamais personne n'aurait pensé qu'un jour serait rendu premier goaler avec tout le développement qu'il avait eu auparavant. Exact. Selon moi, le problème n'est pas encore réglé. Jack Campbell reste un point d'interrogation. Autant qu'il peut être excellent, qu'il peut être mauvais, tout dépendant des matchs. Ouais. Moi, quand j'ai eu ce contrat-là, la première idée que j'ai eue, c'était hey, les Stars, ils ont des problèmes avec Jason Robertson et Ottinger. Dans le temps où est-ce qu'ils n'avaient pas signé leur gardien. Ouais. Est-ce que les Oilers auraient pu faire un offre. Comment on appelle ça? Offre hostile. Oui, une offre hostile à Jake Ottinger. Probablement. Je pense que les Oilers sont assez intelligents pour avoir eu l'idée dans les bureaux de l'équipe aussi. Là. Non, ben, en même temps, ils sont déjà à 7 millions en dessous de la masse. Fait que s'ils avaient surpayé pour Jake Ottinger, ça leur aurait fait encore plus mal en ce moment. C'est ça. Peut-être, on ne le saura jamais. Ouais. Et on va faire ça vite de notre côté aussi. Comment on voit ça? Comment les Oilers de 1, qu'est-ce qui va se passer cette saison? On les voit où? Deuxièmement, comment régler les problèmes des Oilers? Qui est le gardien de but? Comment on fait ça? Personnellement, il aurait dû drafter Jasper Wallstedt l'année passée. Mm-hmm. Et ça leur aurait réglé leurs problèmes pour le futur. Ça, c'est 100% ça. Là. Moi, ils auraient dû drafter leur goaler parce que là, ils sont entre parenthèses dans la merde. Ouais. Fait ils draftent leur goaler, ils draftent Jasper Wallstedt, ils développent, ils arrivent, ils ne payent pas cher, il va être rendu quand même bon, il va jouer 2 ans à pas cher, puis après ça, tu le signes un contrat, un bridge deal, encore pas trop cher, mais une couple de millions, puis après ça, il va avoir son contrat, mettons, à 6-7 millions s'il est bon. Tout. OK. Fait que moi, personnellement, il faut que les Oilers l'année prochaine aient drafté un. OK. Donc, la priorité, c'est par le repêchage qu'ils auront leur gardien. Parce que les bons gardiens, ne veulent pas, ça commence à être dur à trouver sur le marché des joueurs autonomes. Puis, de toute manière, ils sont surpayés comme ils ont fait avec Jack Campbell. Fait qu'ils ne sont pas plus avancés. Et en 30 secondes environ, où vois-tu les Oilers l'année prochaine? Bonne question. Je pense pas qu'ils vont finir premiers du Pacifique parce que je pense que les Flames sont supérieurs, très supérieurs même. Fait que 2 ou 3e du Pacifique, je pense. OK. Ils ont peut-être pas un très bon goaler, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont Leon Draisaitl et Connor McDavid. Exact. Fait que juste à eux autres, ils vont charrer l'équipe en saison régulière, mais après ça, c'est en playoff, la vraie saison commence. Exact. Moi, je suis comme toi, je les vois 2e dans la Pacifique. Les Flames auront une meilleure équipe qu'eux. J'ai hâte de voir les prochaines batailles de l'Alberta. Honnêtement, ça va être le fun. Très relevé comme duel. En plus, les 2 équipes sont rendues bonnes. Fait que... Oui. Est-ce qu'on s'attend à un long parcours des Oilers en série? Moi, personnellement, je m'attends encore à un 2e tour. Je trouve que les Oilers n'ont pas assez pour aller en finale de conférence. J'ai bien hâte de voir d'ici la date limite des transactions qu'est-ce qui va se passer. Moi, je les vois en 2e tour des séries maximum. Oui, même affaire pour moi. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Moi, j'ai juste hâte de voir Connor McDavid gagner au moins une Coupe Stanley, mais ce n'est pas cette année. Peut-être dans les 3 prochaines années, je pense qu'ils vont être en bonne mesure s'ils ont un bon. Alors, on va finir là-dessus. La question est, est-ce que Connor McDavid va gagner la Coupe Stanley à Edmonton? La réponse dans quelques années. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram, NDS Hockey, qui est notre nouveau Instagram. On va fermer l'ancien. On a une nouvelle structure, tout ça, comme les nouveaux podcasts. Donc, nouvelle page Insta. On a une page Twitter maintenant, Facebook. TikTok est en construction en ce moment même. Donc, j'espère que vous allez tout vous abonner à ça. N'hésitez pas à en mettre en commentaire
votre opinion sur les Oilers. J'ai bien hâte de voir ça. C'était NDS Podcast. Je suis Loric et voici Gab Pelletier. Et sur ce, passez une excellente journée.